Voilà pour la prospection à chaud de A à Z. Tout le nécessaire pour gagner de l'argent et trouver des prospects dès aujourd'hui. Passons maintenant à la publication de contenu. Parmi les 4 piliers principaux, j'ai divisé cette partie en 2 sections. Parce que honnêtement, c'était assez dense pour que ce soit plus facile à assimiler ainsi. D'abord, augmenter l'audience, puis la monétiser. La prospection à chaud et le contenu fonctionnent souvent main dans la main, alors que la monétisation peut se faire séparément. Même si cela fait partie des 4 piliers, je les divise simplement pour plus de clarté. Plongeons dans le vif du sujet. La deuxième façon de promouvoir vos offres est de les diffuser largement. Il s'agit d'informer publiquement toutes les personnes qui vous connaissent, en même temps. Très bien, donc nous sommes ici sur les 4 piliers. Alors, décomposons cela. Petite histoire rapide. C'est un peu fou, mais vous pouvez le voir. Le 8e épisode de The Game, du 14 juillet 2017, s'intitule « Arrêtez le branding ». Avancez ensuite jusqu'à aujourd'hui ou récemment. Plus je fais des affaires, plus je crois en une vérité. La marque est plus importante que tout. Et il y a eu une énorme transition durant cette période. Le grand tournant qui s'est produit, c'est que j'ai vu The Rock lancer sa tequila et, du jour au lendemain, avoir une entreprise valorisée à plusieurs milliards de dollars. J'ai vu McGregor vendre son Proper Number 12 pour 600 millions de dollars en moins d'un an et Huda Beauty a réalisé la même sortie à 600 millions via sa page Instagram. Prime Water avec Logan et Jake, Paul et Cassie. Est-ce que je pensais à 250 millions de revenus internes au dernier trimestre? Et donc, je pensais que ça sonnait ridicule, mais genre, le contenu était une perte de temps. Et tout ce que tu avais à faire, c'était de lancer des publicités payantes et de faire de la prospection, non? Parler aux gens, lancer des pubs, vendre des trucs. Mais plus j'ai fait du business, et maintenant que je le fais de cette façon, je peux me sentir plutôt confiant, en disant que je n'avais pas compris. Et quand Kylie, et en fait le moment le plus décisif, c'est quand Kylie Jenner était en couverture de Forbes, qu'elle était milliardaire, qu'elle était une femme et qu'elle était plus jeune que moi. Et je me suis senti vraiment en manque. Je me suis dit, merde, je croyais que j'étais au top. Mais en fait, pas du tout. Parce que cette fille, elle y fait des trucs de dingue, elle me surpasse complètement et elle est bien plus jeune que moi. Qu'elle ait été milliardaire ou non, cela n'avait pas vraiment d'importance. Elle a gagné énormément d'argent. Et je reste convaincu que si quelqu'un gagne plus que toi, il y a forcément quelque chose que tu peux apprendre de cette personne dans le monde des affaires. Je veux aussi préciser que le fait d'apprendre de quelqu'un ne signifie pas devenir cette personne. On peut observer, s'approprier certains éléments sans pour autant devenir cette personne. Donc, qu'elle soit terrible ou formidable, il y a toujours des avantages à tirer de n'importe qui. C'est ainsi que j'aborde les choses. En voyant les autres me dépasser, je me suis dit qu'il me manquait un truc. Il me manquait la marque. Dès que j'ai compris ça, peu après, j'ai commencé à créer du contenu. Et ça m'a mené là où je suis aujourd'hui. Je vous assure, même si je suis nouveau dans ce domaine, à quel point c'est un vrai bouleversement. Et je sais que je m'y prenais mal jusqu'à présent. Donc c'est l'un des piliers que je vous encourage à construire sur le long terme. Vous allez continuer à faire les autres choses pour conclure des transactions, mais cela devient un atout qui rendra chaque autre type de publicité plus efficace. Considérez-le comme le multiplicateur massif de tout le travail que vous accomplissez. Voici comment je me suis lancé dans le contenu et comment j'ai compris que le branding était important. Je raconte cela car je n'y croyais pas avant de devenir un adepte de ce milieu. Voilà donc comment tout cela fonctionne. Vous êtes là, vous offrez une certaine valeur gratuite à votre audience et ensuite, ils en veulent davantage. Très bien, donc publier du contenu est une méthode plus scalable que la prospection à chaud. Et voici un point important. À un certain moment, lorsque vous faites de la prospection à chaud, vous finirez par manquer de temps. Et donc, si vous voulez communiquer quelque chose par la prospection à chaud, vous devez le dire 10 fois à 10 personnes. En publiant du contenu, vous pouvez le dire à 10 personnes ou à 10 000 personnes ou à 10 millions de personnes avec le même effort, offrant ainsi plus d'impact et d'échelle. Mais cela demande plus de compétences car vous êtes en concurrence avec tous ceux qui tentent de communiquer avec tout le monde en même temps. De plus, si vous faites du bon travail, d'autres personnes copieront votre contenu, vous obligeant à innover sans cesse. C'est donc plus compétitif et demande d'innover pour garder l'avantage. C'est une compétence difficile, mais on ne la maîtrise qu'avec beaucoup de pratique sur une longue période de temps. Vous finirez par obtenir plus de votre marque que ce qu'une seule personne peut obtenir en faisant de la prospection à chaud. On peut aussi avoir une équipe pour la prospection à chaud, sujet de la seconde partie. Voici les avantages. Le contenu développe votre audience, ce qui augmente le nombre de personnes que vous pouvez contacter et à qui vous adresser. Ça booste vos prospects. Plus d'abonnés Instagram permet de contacter chacun par message privé. Ils sont intéressés par mes produits. Tout cela fonctionne ensemble. L'idée est de bâtir votre futur écosystème publicitaire. Vous vous demandez sûrement comment tout gérer à la fois.
Concentrez-vous sur un seul pour devenir bon. Il faut raisonner en termes d'années, car cela prend une décennie pour bâtir tout cela. Par exemple, au début, vous ne ferez peut-être que seulement une ou deux de ces activités, et cela suffira probablement à vous faire gagner plus d'argent que jamais auparavant. Très bien. Le deuxième point, c'est que leur publicité devient plus efficace, et le troisième, que cela prend du temps. C'est donc gratuit et peut rapporter l'un des meilleurs retours sur investissement par dollar. Si une vidéo devient virale et explose, toute cette exposition est gratuite. Voilà pour les avantages. Côté inconvénient, c'est plus difficile à personnaliser. En prospection, je pourrais par exemple demander à Cindy comment vont ses enfants. Je demande Larry, comment va ta boîte? Et ils me répondent tous. Avec un seul contenu pour deux cibles, on perd en personnalisation. De plus, la concurrence mondiale complique la distinction et le risque de plagiat impose une adaptation constante. Maintenant, l'unité fondamentale de création de contenu, je l'appelle l'unité de contenu. En échangeant avec les meilleurs créateurs et via mon propre travail, j'ai noté 3 unités récurrentes. Peu importe leur nom, seule leur fonction compte vraiment. Donc, premièrement, chaque contenu possède un accroche. Elle donne à la personne une raison de le consommer, attire son attention. C'est l'accroche. C'est son but. Sans elle, ils n'ont aucune raison de consommer le contenu. C'est la première étape nécessaire. Ensuite, nous devons réussir à les retenir afin de capter leur attention assez longtemps pour apporter de la valeur. Nous devons les inciter à consommer le contenu. Troisièmement, s'ils consomment, nous devons les récompenser, sinon ils ne reviendront plus par la suite. Nous devons donc satisfaire leurs raisons de consommer. Maintenant, un contenu suit ces 3 étapes. Ces étapes peuvent être longues ou courtes, et chaque unité contient des micro-unités disséminées tout au long. Et une unité de contenu peut être aussi courte qu'un mème. Une image est un contenu. Elle combine accroche, rétention et récompense. Bien qu'elles soient liées, je les distingue pour mieux expliquer. Voilà, c'est comme si j'avais tout écrit, n'est-ce pas? Mais je vais séparer chacun des éléments pour que vous puissiez mieux les examiner. Alors, parlons des accroches. L'objectif ici est de leur donner une raison de détourner leur attention de ce qu'ils faisaient, car ils étaient occupés à autre chose juste avant ce moment, pour la diriger vers nous. C'est ça l'objectif de l'accroche. Vous êtes là, j'attire votre attention et je l'ai redirigée. D'accord? Le but est d'attirer l'attention en accomplissant 3 étapes clés. Premièrement, il s'agit de choisir des sujets intéressants. Deuxièmement, nous créons des titres percutants. Et troisièmement, nous utilisons des formats qui ont déjà fait leurs preuves par le passé. Je vais donc détailler chacun de ces points. Du point de vue des sujets, voici les 5 façons dont je réfléchis à la création de sujets pour mon contenu. C'est le cadre que j'utilise et peut-être qu'il vous aidera. La plus grande catégorie, c'est le passé lointain. D'accord, donc ce sont des leçons de vie. Ce sont des choses qui ont changé mon comportement. Par exemple, ce que je vous disais au début, cette histoire sur ma réflexion autour de la marque était une leçon de vie pour moi. Comment en suis-je arrivé là? Je me limitais à la pub et la prospection, mais les autres gagnaient bien plus que moi. Ils devaient forcément en savoir plus que moi. J'ai appris d'eux. J'ai commencé à le faire. J'ai eu plus de succès, n'est-ce pas? Histoire simple. Mais c'était une leçon et c'était un sujet. Je pourrais donc faire toute une vidéo là-dessus, mais c'est un exemple de la façon dont fonctionnent les sujets. Ce serait une façon d'accrocher les gens. La deuxième, c'est d'utiliser quelque chose de votre passé récent. Donc pour moi, quand je réfléchis à comment rendre les choses intéressantes, j'ouvre mon agenda, je regarde ma journée ou je regarde ma semaine passée et j'observe toutes les différentes choses que j'ai faites. Et je me dis, ah oui, j'ai eu cette conversation avec Jono. Et Jono disait X, Y et Z. Oh, j'ai eu cette conversation avec Nick et il a couché avec ce collègue quand il lançait ce truc. Waouh, c'est dingue, non? Et donc je repense à tous ces scénarios que j'ai vécus, puis j'en fais du contenu, tu vois? On vit tous des vies et on a tous des choses intéressantes. On ne prend juste pas le temps de revenir dessus. Donc si tu y réfléchis simplement et que tu regardes juste ton micro-calendrier, je te promets qu'il y a des choses que d'autres trouveraient intéressantes. Si tu ignores ce qu'ils trouvent intéressant, parle de tout. Le public te guidera ensuite et tu en feras plus. Troisièmement, la présence, soit la capture en temps réel. Si tu m'as suivi sur Twitter, ce que je faisais pendant des années avant de découvrir Twitter, c'est que je m'envoyais des emails avec des trucs intéressants. Je me disais que Drew est vraiment doué avec la caméra. C'est génial d'avoir des gens qui savent utiliser une caméra. Je me disais donc que je pourrais créer un contenu sur l'importance d'avoir une équipe qui t'encourage positivement pour rester motivé à continuer. Et ça pourrait être un contenu. C'est juste un mail pour moi. Pendant ce temps, j'essaie de documenter. J'ai progressé en faisant ça sur Twitter pour tester mes idées. En temps réel, comme Twitter t'y encourage, tu peux publier 20 fois par jour sans être pénalisé. Donc pour moi, je peux tester des idées en temps réel dès qu'elles me viennent. Et puis, quand je passe à l'enregistrement de contenu long, je regarde mon Twitter. Mon Twitter agit comme un autre calendrier que je fais défiler pour voir « Oh, ça c'était intéressant ».
Oh, les gens ont trouvé ça fascinant. Je vais en faire plus à ce sujet. Le quatrième type de sujet que j'examine quand je pose mon regard, c'est quelles sont les tendances qui s'appliquent à un domaine dans lequel j'ai de l'expertise. Et je pense que cette deuxième partie est vraiment importante. Si je parle juste d'un scandale quelconque, je n'ai pas d'expertise là-dedans. Je n'y connais rien. Je pense aussi que cela nuit à mon image. Je ne parlerai d'un sujet que s'il y a, par exemple, une loi fiscale pour les propriétaires de PME ayant, disons, entre 10 et 100 employés. C'est un domaine dans lequel j'ai beaucoup d'expertise. Et donc, je vais commenter la façon dont nous l'abordons en tant que cabinet. Et cela relèverait maintenant des tendances, et ça n'entre dans aucune de ces catégories, mais beaucoup de gens seraient curieux. À propos de ce qu'un expert ou quelqu'un qui fait ça en ce moment aurait à dire là-dessus. Parce que j'entends les informations d'un côté, mais ce type-là, lui, il le fait vraiment. Son point de vue est sans doute intéressant. Alors, on l'écoute. Cinquièmement, le contenu fabriqué. C'est le genre de truc fou qu'on voit tout le temps sur YouTube. Du genre, j'ai mangé le chip le plus épicé du monde, tu vois? J'ai vécu avec 100 dollars par mois pendant 1 an, tu vois? Ce sont tous des trucs complètement fous. Et ensuite, tu les fabriques, tout simplement. Tu réfléchis à l'envers. Qu'est-ce qui intéresserait les gens pour ensuite le faire et le documenter? Alors, je dirais que personnellement, nous faisons les 4 premiers. Je ne fais pas beaucoup le cinquième, mais certaines personnes le font et je les inclus pour être complet, d'accord? Et donc, ma façon préférée de choisir des sujets, d'ailleurs, c'est de faire des trucs et de parler de ce que tu as fait, puis de recommencer. C'est comme ça que tu trouves des sujets qui vont intéresser les gens. Décris simplement tes activités. S'il en faut plus, ajoute-en. Et peut-être que c'est ça la leçon, d'accord? Numéro 2, choisis de bons titres. Ça leur donne l'envie de le faire ou de le consommer. De nombreuses recherches ont été menées sur les titres, mais ils ne les appellent pas ainsi au sens habituel. Ces recherches portent sur les médias et les actualités. Et donc, j'ai trouvé cette vieille étude. Mon ami, le docteur Kashi, mon très bon ami, le docteur Kashi, m'a montré une méta-analyse des actualités pour voir quel titre marchait le mieux. Ils ont trouvé 7 caractéristiques des titres les plus performants. Plutôt que de vous donner une formule comme comment faire X sans X, je veux juste que vous compreniez les éléments qui la composent. Ainsi, vous pourrez les mélanger et les combiner à votre façon, ce qui rendra vos titres uniques et percutants. Donc, premièrement, les gens veulent des choses récentes, d'accord? L'actualité, littéralement, ce sont des événements récents. C'est pour cette raison que les gens prêtent plus attention à ce qui s'est produit il y a 1 heure qu'à ce qui s'est passé il y a 1 an. Réfléchissez-y. Dire que quelque chose vient d'arriver est plus captivant que de parler d'un fait vieux de 5 ans. Entre une vidéo YouTube d'il y a 5 ans et une autre publiée il y a 2 heures, vous choisirez la plus récente. Même sur un même sujet, vous cliquerez plus. Pour un tutoriel, si ça date de 10 ans, vous passerez votre chemin. C'est plus attrayant car c'est récent, donc continuez à créer du contenu, même sur le même sujet. Deuxièmement, la pertinence. Donc personnellement significatif. D'accord. Donc les infirmières prêtent plus d'attention à ce qui les concerne qu'à ce qui concerne les comptables, n'est-ce pas? En rendant cela pertinent pour votre public, vos titres auront un meilleur taux de conversion. Si vous ciblez les mamans, parlez de sujets qui les concernent directement, pas les papas. C'est pourquoi, même si ça semble simple, beaucoup passent à côté de cela en créant leur titre. Troisièmement, la célébrité. Cela rend toutes les actualités plus intéressantes. Je regrouperai tout à la fin pour que vous voyiez à quel point c'est fou. Il s'agit d'inclure des célébrités. Normalement, on ne se soucie pas de ce qu'autrui mange au petit déjeuner chaque matin. Mais si c'est Jeff Bezos, là, oui. Ou si c'est Elon Musk, là aussi, on s'y intéresse. Comme c'est une célébrité, beaucoup s'y intéressent. Parce que cela concerne une célébrité, le banal devient intéressant. Quatrièmement, la proximité. Un incendie à l'autre bout du pays vous importe peu. Mais si c'est chez votre voisin, là, si. D'accord? Donc, vous voulez que ce soit littéralement le plus proche possible de chez vous. Le numéro 5, c'est le conflit. Donc, des idées opposées, des personnes opposées, la nature. Par exemple, l'ananas ou pas d'ananas sur une pizza. Évidemment, c'est avec ananas, non? Bien contre mal, héros contre méchant, gauche contre droite, liberté contre sécurité, justice contre miséricorde. Des conflits naturels et éternels, deux valeurs opposées. Miséricorde et justice sont deux idéaux opposés, ce qui explique nos divisions politiques. Chacun défend son propre idéal. L'autre ne peut pas le réfuter, alors chacun reste simplement sur sa position. Est-il juste d'exiger la justice? Tout à fait. La justice et la miséricorde sont pourtant à des extrémités opposées du spectre. C'est pourquoi on a des conflits. Mais le conflit crée l'intérêt. Pour les gros titres, on oppose des idées pour montrer ce conflit. 6. L'inhabituel, l'étrange, l'unique ou le rare. Imaginez un homme à 6 doigts dans les anciens cirques. On payait pour le voir car c'était rare.
Donc, si vous voyez l'insolite comme un panier réussi sur 1 million, un simple tir au basket n'est pas unique. C'est le fait qu'ils aient marqué ce panier après 6 rebonds qu'il est. Il faut 1000 essais pour réussir celui-là. Donc, le retour sur investissement de votre temps à ne pas voir les 999 ratés juste pour ce tir-là est très élevé, n'est-ce pas? Et donc, ils emballent cette valeur du temps que vous n'avez pas à dépenser. Et ensuite, la vidéo devient virale. Et enfin, les histoires en cours. Donc, des histoires qui sont encore en cours, qui sont dynamiques, toujours en évolution. Ainsi, dès qu'un événement survient, les infos sont mises à jour minute par minute, comme notre couverture en direct ou à la frontière. C'est parce que les gens trouvent ça intéressant. D'accord. Si quelqu'un entre en travail, les gens demandent des nouvelles toutes les 10 minutes, car tout peut changer. En combinant ces 7 éléments, on obtient quelque chose qui est immédiat, vraiment pertinent, incluant une célébrité. C'est juste à côté de chez eux, avec un conflit en cours et un caractère vraiment unique. Et ça se passe en ce moment même, c'est en cours. À quel point cela serait-il intéressant? Incroyable. Vous auriez l'attention de tout le monde. Et c'est comme ça qu'on crée des gros titres que les gens trouvent intéressants. Enfin, pour l'accroche, la troisième chose est que nous voulons reprendre le format qui a déjà fonctionné pour eux. Cette image en dit plus que de longs discours. Vous vous souvenez sûrement de ce mème d'il y a quelques années montrant la différence entre vos photos sur LinkedIn, Facebook, Instagram et même Tinder, n'est-ce pas? Et donc, chacune de ces plateformes raconte en quelque sorte une histoire, car elles sont formatées différemment. Chaque plateforme a son propre mode de fonctionner, avec des règles tacites sur la façon de l'utiliser. Et ces règles émergent et évoluent culturellement, même au sein de la microsphère de la plateforme, de la communauté. Il est donc important de prêter attention à la façon dont la plateforme fonctionne. Donc, faire en sorte que votre contenu ressemble à celui qui les a déjà récompensés les rend plus susceptibles de généraliser cette récompense aux vôtres. C'est-à-dire que si la dernière fois que j'ai cliqué sur un mème, j'ai ri, je serai plus enclin à cliquer sur un mème qui ressemble à celui-là. Par exemple, j'adore les mèmes de Kermit Sombre. J'en lis presque tous parce que je les trouve hilarants. C'est pour ça que je clique toujours. Donc, si quelqu'un crée un nouveau mème de Dark Kermit, je crois que c'est comme ça qu'on l'appelle, mais bon, vous voyez de quoi je parle. Bref, si quelqu'un en crée un, je serai plus enclin à le voir, car il ressemble à ce que j'apprécie déjà. Sur une plateforme, créez du contenu proche de ce qui fonctionne le mieux. Inspirez-vous de ce qui marche et demandez-vous comment l'imiter sans pour autant copier à l'identique. Tu ne veux pas le copier. Il doit lui ressembler pour pouvoir généraliser et le trouver assez proche. Ça pourrait aussi me rapporter quelque chose. Et alors, il clique. Et donc, voilà à quoi ressemble la même vidéo en 3 versions différentes. Instagram Reels, TikTok et YouTube Shorts. Vous voyez que chacune est un peu différente car elles sont formatées pour correspondre à la façon dont les gens consomment le contenu sur la plateforme. Il faut que ça ressemble à ce qu'ils attendent et les récompenser. Sinon, quelle que soit sa qualité, un visuel accrocheur prime avant même que le tien ait une chance. C'est pourquoi j'ai raconté cette histoire. Ces 5 premières secondes ont été adaptées à la plateforme et ça a cartonné. Donc ce n'est pas seulement d'avoir le meilleur contenu, veillez à ce qu'il soit bien présenté. Voici comment accrocher un maximum de gens lors de la première étape. Ensuite, une fois leur attention captée, on la redirige vers notre contenu. Maintenant, il faut assurer, n'est-ce pas? Donc il faut les retenir à travers tout ça. Nous devons les retenir grâce à la curiosité. D'accord, les gens veulent savoir ce qui va se passer ensuite. Voici donc mes 3 façons préférées de structurer le contenu pour retenir l'attention des gens. Il y a les listes, les étapes, les histoires. Vous pouvez même le voir dans ce contenu. Regardez, qu'est-ce qu'on fait? On a des étapes. C'est ce qu'on fait. J'essaie de vous retenir. Voici mes astuces cachées dans ma veste. Liste, étapes et histoire. Très bien, voyons cela. Les listes sont des faits, des astuces, des opinions ou des idées. Présentées les unes après les autres, de bonnes listes dans Freecon suivent aussi un thème, n'est-ce pas? Celle-ci, par exemple, c'est comment publier du contenu, non? C'est le thème de cette liste. Pensez aux 10 erreurs clés, aux 5 sources de revenus, à la création de contenu, et ainsi de suite. Donnez le nombre d'éléments listés dans votre titre ou dans les premières secondes de votre contenu, indique aux gens à quoi s'attendre. Et d'expérience, cela retient davantage l'attention du public. Par exemple, 7 façons d'investir 1000 $ dans la vingtaine qui ont payé, ou 28 façons de rester pauvre. Une unité de contenu à 3 éléments, n'est-ce pas? Voilà pour les listes. Deuxièmement, les étapes. Ce sont des actions ordonnées pour atteindre un but. Si les premières sont claires, on voudra toutes les finir. Par exemple, pour 38 étapes de vente d'une maison, rendre la première limpide incite à vouloir connaître la suite. Et ils voudront connaître toutes les autres pour pouvoir vendre leur maison. Donc par exemple, 3 étapes pour créer un excellent accroche que nous avons vu.
Par exemple, comment je crée des titres en 7 étapes que nous avons vues. Par exemple, la routine matinale qui booste ma productivité. Voilà, ce sont toutes des étapes. Donc, j'espère que vous comprenez, il y a des étapes et des listes. Voilà. Les étapes sont des actions à réaliser dans un ordre précis pour un résultat. Moins flexibles, elles offrent une récompense explicite. Faites ceci pour obtenir cela. Les listes peuvent contenir n'importe quoi dans l'ordre voulu. Les listes sont plus flexibles, mais récompensent moins leur consultation intégrale. On peut suivre 4 astuces d'économie sur 12 tout en tirant profit. Faire les 4 premières étapes d'une liste de 12 vaut moins que de la finir entièrement. Et donc, il y a moins de récompenses explicites à terminer. C'est plus difficile à faire et moins flexible pour les étapes, mais c'est le compromis. Et puis, enfin, il y a des histoires, d'accord? Les histoires décrivent des faits réels ou imaginaires et celles qui comptent offrent souvent une leçon. Vous pouvez donc raconter ce qui s'est passé, ce qui pourrait arriver ou l'impossible. Tout cela suscite la curiosité car on veut connaître la suite. Pourquoi vouloir entendre une histoire qui n'arrivera jamais? Avez-vous entendu parler de Star Wars et du Seigneur des Anneaux? Tout cela n'arrivera jamais. Vous espérez que ça arrivera, et croyez-moi, moi aussi. Alors, ça pourrait peut-être arriver. La fiction traite de choses qui n'arriveront sans doute jamais. Pourtant, on veut toujours en connaître la fin. D'accord? Et donc, par exemple, presque chaque section de cette formation contient une histoire. Je fais ça pour capter votre attention et vous montrer la réalité. Mon éditeur m'a fait faire 19 versions de ce livre. Voici ce que je lui ai fait, c'est vrai. J'ai effectivement fait 19 versions et j'ai failli abandonner. Mon parcours, du bas de l'échelle jusqu'au sommet, illustre parfaitement cette ascension de la misère à la richesse. C'est intéressant. Les gens se demandent comment c'est arrivé, non? Les gens veulent savoir ce qui se passera ensuite. Si je vends le début, ils disent « et après ?» Vous les gardez. Ils sont curieux. Le meilleur dans tout ça, c'est vous pouvez utiliser ces 3 éléments en même temps. Vous m'avez vu, tout au long de cette formation, raconter des histoires, donner des listes et proposer des étapes. C'est ainsi que vous pouvez entrelacer ces éléments pour garder votre audience plus longtemps et apporter la valeur que vous leur avez finalement promise. Donc, c'est super, nous savons comment les accrocher et les retenir. Il ne reste plus qu'à les récompenser, n'est-ce pas? Connaissez-vous ces créateurs bouclant sans fin avec leur audience? Ils lancent, attendez, puis continuent sans jamais finir. Ils arrivent à faire regarder quelqu'un jusqu'au bout une fois, mais cette personne ne reviendra jamais. Et ce qui vous permet d'augmenter durablement vos taux de clic. Les gens veulent s'arrêter pour consommer votre contenu en coupant le son pour vraiment l'écouter et s'y engager. C'est parce que la dernière fois, ils ont été récompensés. Quand votre marque est devenue assez forte et que vous les avez récompensés, les gens s'arrêtent toujours devant votre contenu. Avec le temps, tout votre contenu fonctionne mieux parce que votre marque s'établit et que vous tenez vos promesses. Donc, récompenser. La qualité de votre contenu dépend de la fréquence à laquelle il récompense votre audience et du temps qu'il lui faut pour le consommer. Pensez donc à la valeur par seconde. Par exemple, la même personne qui s'ennuie au bout de 3 secondes devant une vidéo de 10 secondes peut aussi dévorer un livre de 900 pages. Et cette même personne peut regarder une série télévisée pendant 8 heures d'affilée. Il n'existe donc pas de contenu trop long, seulement du contenu trop ennuyeux. Et donc, beaucoup de gens aiment faire ces généralisations extrêmes, comme si tout était court maintenant. As-tu vu comment les gens consomment Netflix? Ce n'est pas ça. En fait, à mon avis, donc je m'interromps ici, je pense vraiment que la concurrence pour attirer l'attention s'est simplement intensifiée. La barre est plus haute. Ce n'est pas que l'attention est plus courte, les gens sont plus exigeants car il y a trop d'autres sources de satisfaction pour leur temps. Ils ne se contentent tout simplement plus de la médiocrité. Je veux dire, avant, les gens s'asseyaient en famille autour de la radio et l'écoutaient. Pourquoi cela n'arrive-t-il plus aujourd'hui? Nos corps n'ont pas changé. On n'a pas évolué en 50 ans. Pas vraiment. Nous sommes les mêmes. Notre environnement a changé. Dès lors, notre comportement aussi. Soyons donc meilleurs que la concurrence pour attirer leur attention. On ne peut donc pas garantir une récompense précise parce qu'on ne peut pas vraiment forcer ce sentiment chez autrui. Je vais te donner un exemple tout simple. Si je te disais, tiens, voilà un cookie. En général, ça pourrait faire plaisir à beaucoup de gens. Mais si quelqu'un vient de manger 12 cookies et qu'il est complètement rassasié, l'idée d'en avoir un de plus ne lui paraît pas très attirante, n'est-ce pas? Donc le fait qu'on propose un cookie ne veut pas forcément dire qu'on a récompensé le public. Mais nous pouvons augmenter la probabilité qu'il ressente une récompense. Je tiens à expliquer cette nuance importante. On peut augmenter les chances d'un renforcement positif lorsqu'il regarde notre contenu. D'abord en ciblant le bon public avec les bons sujets, titres et formats. D'abord, on cible le bon public. Deuxièmement, on le retient et on l'incite à consommer avec des listes et des histoires pour susciter sa curiosité. Enfin, on répond clairement à son attente initiale.
Donc, si je dis, voici 6 façons de développer votre cabinet dentaire et que je n'en donne que 5. Ils pourraient ne pas se sentir satisfaits. Soit je leur donne 6 façons, mais elles sont nulles ou trop évidentes, donc ils n'y gagnent rien. Ils ont donc perdu du temps sans obtenir de récompense. La chance qu'ils consomment autre chose de cette personne plus tard est très faible, sauf si mon sujet est passionnant et qu'ils espèrent ma réussite. Qui sait, en assurant sur ces 6 points, quand je dirai 5 façons d'embaucher votre réceptionniste, cette personne regardera. Et voilà, et tout est fini. Tu vois, mauvais exemple. 7 façons de se réconcilier. T'en donnes que 4. C'est nul. Soit elles l'étaient, soit ils les connaissent déjà. Ou bien tu t'adresses à une salle remplie de célibataires qui n'ont pas de conjoint. Non? C'est pour ça que le bon public est important. Alors, la récompense est mauvaise. Ils ne voudront plus regarder ni partager ce qui est pourtant essentiel pour ta marque. C'est ça l'idée. Alors, comment savoir si ce que tu proposes est bon? Premièrement, peu importe la qualité de ton contenu, c'est le public qui décide au final. Ou deuxièmement, récompenser ton public signifie répondre ou dépasser ses attentes lorsqu'il choisit de consommer ton contenu. C'est ça que ça veut dire. Tu fais une promesse, tu tiens ta promesse. Tu fais une promesse, tu tiens ta promesse. Si tu fais ça suffisamment de fois, les gens commencent à considérer tes promesses comme de l'or en soi. Ils diront, parce que je sais que si j'accepte sa promesse, j'obtiendrai ce résultat. Troisièmement, voici comment savoir si vous avez réussi. Votre audience s'élargit. Sinon, c'est que votre production pêche. Restez authentique. L'algorithme ne vous déteste pas. Ce n'est rien de tout ça. Ce n'est tout simplement pas très bon, virgule, et c'est normal, n'est-ce pas? Entraîne-toi et tu t'amélioreras. Et comment pratiquez-vous? Vous en faites plus, n'est-ce pas? Et vous regardez les retours, puis vous vous améliorez. Quatrièmement, si vous offrez plus de valeur que les autres et tenez vos promesses en honorant l'accroche initiale, votre audience grandira. C'est une promesse. C'est accrocher, retenir, récompenser, précision suite à vos questions, comment l'unité de contenu s'applique-t-elle concrètement aux vidéos YouTube et aux podcasts. Puis le format court, les tweets et les blogs. Il y a tellement d'endroits différents où créer du contenu. Une unité de contenu constitue l'unité de base qui accroche, retient et récompense. Le contenu long n'est simplement qu'une suite de ces unités. Comme dans Le Seigneur des Anneaux, plusieurs arcs narratifs s'y déroulent. Il y a des quêtes secondaires, des histoires de personnages, des récits de développement de personnages. Il y a l'intrigue globale de tout le récit. Tout cela s'ouvre et se ferme. Ainsi, le principe d'accroche et de récompense, s'il y a des points de décrochage dans un livre, c'est qu'il manque ces éléments qui retiennent tes pouces à continuer. Ils n'ont pas assez d'arc narratif pour les entraîner vers la suite. Ils ne sont même pas curieux de savoir ce qui va se passer ensuite. Ils préféreraient simplement consommer autre chose qui a plus de chances de les récompenser, n'est-ce pas? Donc, un contenu long, c'est tout simplement plus d'unités de contenu. Un contenu court, c'est moins d'unités de contenu. C'est tout. Récompenser longtemps demande plus de talent. Ma recommandation est de commencer court, puis de progresser. Savoir retenir quelqu'un 5 secondes permet de le faire pendant 15 secondes. C'est pour cette raison que les humoristes commencent par des sketchs de 5 minutes, puis travaillent jusqu'à un spectacle d'1 heure en 1 an ou 2. Parce qu'ils enchaînent quelques blagues d'1 minute, blagues d'1 minute, blagues d'1 minute, jusqu'à ce qu'ils aient finalement 60 minutes de blagues d'1 minute. Cela permet de retenir un public plus large le plus longtemps possible. C'est ma vision de la création de contenu et de vos compétences. Voici un petit conseil non sollicité, mais qui vous sera sûrement très utile. Faites tout votre contenu pour des inconnus. D'accord. Donc l'une des pires choses, vous êtes déjà allé à une fête et un groupe de personnes plaisantes. Et puis, tu arrives dans le cercle et ils sortent une blague d'initié et ils disent « Il fallait être là ». Et tu te dis, d'accord, cool, j'ai compris. Je suis l'intrus. Je ne fais pas partie du groupe. Tu veux l'opposé de ça avec ton contenu. Donc, si tu fais toujours du contenu spécifiquement pour ton audience, c'est-à-dire qui fait référence à du contenu passé, ça, une nouvelle personne ne comprendrait pas sans qu'on lui explique ce que ça veut dire ou sans avoir le contexte, alors elle ne se sentira pas récompensée. Elle va se sentir comme l'intrus. Donc, ce que tu veux faire, à mon avis, c'est créer tout ton contenu pour quelqu'un qui est complètement nouveau. Ceux qui connaissent déjà ton contenu acceptent sans souci le petit rappel de 5 secondes, le « si tu es nouveau ici, x, y, z », c'est pas grave. Ils resteront tant que tu leur apportes de la valeur. Mais pour la nouvelle personne qui arrive, ça peut vraiment tout changer, d'accord? Faire ça accélère votre croissance. L'audience actuelle ne s'en souciera pas et la nouvelle voudra se sentir incluse. Et ils le seront si tu leur donnes ce sentiment d'inclusion. Très bien, c'est tout pour la partie sur cet article. Vous comprenez? L'unité de contenu. Il faut publier beaucoup pour fidéliser et accrocher l'audience. Les longs sont nombreux, les courts plus rares. Et je devrais le faire pour les nouveaux venus. Génial. Comment puis-je gagner de l'argent à nouveau? Voici la deuxième partie, traitée séparément comme dans le livre. On reste sur le Core 4, publier du contenu.
Voyons maintenant comment le monétiser.